Bonjour, c'est la Bougriou. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Votre invité Éric Woerth, ancien ministre et député Ensemble pour la République de l'Oise. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Revenons un instant d'abord sur ce qui s'est passé ces dernières heures, des attaques de missiles en Israël. On a entendu de violentes explosions ce matin. Un hôpital dans le sud du pays a été touché. Question très simple, la France doit-elle aujourd'hui intervenir et surtout en a-t-elle les moyens ? Alors, elle doit d'abord prendre parti, c'est ce qu'a fait le président de la République très, très clairement. Il faut aussi donner sa chance à la diplomatie, enfin, il faut utiliser tous les moyens pour essayer de résoudre. Le fait que les Israéliens attaquent l'Iran, compte tenu du développement du programme militaire nucléaire, c'est ce que disent les journaux. Toujours très difficile de savoir où est la vraie information, mais a priori, l'Iran avance plus vite. Elle a l'interdiction d'avoir un programme nucléaire militaire, une interdiction totale, et visiblement, elle ne respecte pas cela. Les Israéliens, sur Israël, pèse une menace existentielle. L'Iran appelle à la destruction d'Israël, on l'oublie tout le temps. Enfin, c'est assez rare un pays qui appelle à la destruction d'un autre. Depuis très longtemps. Et le nucléaire, c'est la possibilité laissée à l'Iran de détruire et d'aller jusqu'au bout de son fantasme qui est de détruire Israël. Je comprends les Israéliens, parce que de temps en temps, il faut se mettre aussi à leur place. Oui. Quand il y a un pays à côté qui se dote ou qui veut se doter de l'arme nucléaire et qui visiblement continue à tenter d'enrichir de l'uranium, pour ça, la menace existentielle, elle est là. Ce que dit aussi aujourd'hui le chef de l'État, c'est qu'il faut qu'Israël cesse urgemment les frappes sans lien avec le programme nucléaire et balistique, parce qu'il y a un champ de frappe très vaste. Ça aussi, vous êtes en accord avec cette déclaration ? Sans doute, je ne connais pas toutes les cibles. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des renseignements qu'on n'a pas nécessairement, que le président de la République française a évidemment. Moi, je note qu'il n'y a pas d'attaque sur les quartiers d'habitation. Il n'y a pas d'attaque civile. Peut-être sur des équipements liés, évidemment, à la capacité pour l'Iran de déployer un programme militaire. Mais en tout cas, Israël se bat pour sa survie. Revenons à l'actualité nationale, si vous le voulez bien, sur ce conclave donc, consacré à la réforme des retraites. 3 mois et demi de négociations n'auront donc pas suffi. Pas d'accord entre les syndicats et le patronat. Le Premier ministre s'était engagé à revenir devant le Parlement. Vous faites partie de son camp. Vous l'encouragez à tenir sa promesse aujourd'hui ? Mais il s'est engagé à revenir devant le Parlement s'il a quelque chose à dire. C'est-à-dire si les partenaires sociaux se mettent d'accord. Si les partenaires sociaux se mettent d'accord, à ce moment-là, il a indiqué, et il le fera, j'imagine, en tout cas le Parlement devra être saisi de l'accord. De l'accord. Alors l'accord, il n'est pas du tout, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. C'est renvoyé à lundi. François Bayrou disait qu'il reviendrait dans tous les cas devant le Parlement. Non, enfin, j'en sais rien. Moi, je crois ce que dit François Bayrou encore hier et avant-hier devant l'Assemblée nationale. C'est s'il y a un accord, s'il y a quelque chose. S'il n'y a pas d'accord, on en reste à la situation avant accord. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Pour l'instant, il n'y en a pas. Sans être énormément pessimiste, on voit bien que ça se présente mal. C'était une assurance vie pour Bayrou ? On verra lundi si les partenaires sociaux se mettent d'accord. Mais d'accord sur quoi ? Parce qu'au fond, sur les retraites, c'est un très beau sujet, les retraites. Il ne faut peut-être pas quand même en parler tout le temps. Et puis, il faut prendre des décisions et s'y tenir. Et c'est un beau sujet parce que c'est une bonne nouvelle. Il y a tellement peu de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'on vit plus longtemps. Et plutôt dans une santé correcte, quoi, en bonne santé. Et vivre plus longtemps, c'est une bonne nouvelle. Et vivre plus longtemps, ça veut dire aussi, à un moment donné, travailler un peu plus longtemps. C'est un vieux débat. C'est toujours les mêmes postures. C'est toujours les mêmes postures. C'est toujours les mêmes arguments, toujours les mêmes postures, toujours les mêmes guerres. Si on pouvait un tout petit peu dépolitiser, déstresser ce sujet, et la vraie question, elle est de savoir comment on fait pour travailler plus longtemps. Les syndicats aujourd'hui disent... comment les entreprises s'adaptent au travail plus longtemps avec des salariés qui peuvent éventuellement, au fur et à mesure du temps, changer par la formation, changer de métier. Les syndicats disent aujourd'hui qu'ils ont fait des propositions et qu'ils se sont heurtés au mur du MEDEF, notamment sur l'âge d'annulation de la décote, abaissé de 67 à 66 ans. Là-dessus, vous ne dites pas aujourd'hui, bon, le patronat peut aussi faire un effort ? Je ne pense pas du tout que le sujet, ce soit d'abaisser à un moment donné l'âge d'acquisition. Ça fait partie des sujets d'achoppement sur ce qu'on fait. Il y a en France, parce qu'il y a des trimestres, etc., on sait tout ça, vous avez une âge dit du taux plein. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas tous vos trimestres, à un moment donné, vous avez un taux plein proratisé, et il est 5 ans après l'âge d'acquisition des droits. Il était de 5 ans, ça a été réduit. Donc aujourd'hui, les 64 ans et l'âge d'annulation de la décote à
67 ans c'est très difficile de baisser les 67 ans, parce qu'à ce moment-là, ça coûte cher, ça coûte plus d'1 milliard d'euros, sans doute, au bout d'un certain temps. Et la survie du système de retraite, c'est d'être en équilibre. On est dans un système par répartition. Peut-être faut-il l'hybrider un peu, qu'il y ait une hybridation par de la capitalisation. Mais ça prendra beaucoup de temps, car il faut à la fois, dans ce cas-là, financer la capitalisation et financer la répartition. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout du modèle de répartition. Si le MEDEF sort de cet accord, est-ce qu'il vaut toujours quelque chose à vos yeux ? Vous savez que Patrick Martin se dit extrêmement réservé sur et les partenaires sociaux, c'est le MEDEF aussi. Donc, s'il y a un accord, il y a un accord. Il faut que cet accord il respecte l'équilibre financier du système de retraite, qui est absolument fondamental si on veut garantir pour les générations qui viennent une retraite décente. Et s'il n'y a pas d'accord, on en reste à la dernière réforme en date, c'est-à-dire à l'état de la situation d'aujourd'hui, qui est celle de la situation de la réforme d'Elisabeth Borne et d'Olivier Dussopt. S'il n'y a pas d'accord, François Bayrou est en danger ? Mais j'ai l'impression qu'il est en danger un peu tout le temps. Le Parti socialiste agite la menace. Le Parti socialiste agite la menace, là aussi, probablement pour exister. LFI l'agite totalement et tout le temps. Il appelle au feu tout le temps. Comment ? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui, ce matin, au Parti socialiste ? Je leur dis qu'on ne joue pas à la roulette russe avec la vie d'un pays. Notre pays, on voit bien qu'il est torturé, les gens se posent beaucoup de questions, il y a beaucoup d'incertitudes, on voit un climat économique qui est quand même très atone, et on a besoin de consommer, il n'y a pas de consommation, les gens épargnent. Bon, on voit bien qu'on a besoin de relancer la consommation, puis au fond de croire en l'avenir, de lever les incertitudes. Ça, c'est un message politique global, mais enfin, chacun tient aussi la responsabilité de cela, dans sa propre responsabilité. Éric Woerth, incertitude aussi sur le budget. Et les partis politiques ne peuvent pas contribuer à cette incertitude sans arrêt. Sur le budget à venir, vous avez lu ces différentes propositions et vous l'aviez proposé il y a quelques années aussi, une année blanche, c'est-à-dire de geler les dépenses en 2026 sur le niveau de celles de 2025. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que ça peut être une bonne idée ? Pour le gouvernement, c'est un rendez-vous fondamental. Et le gouvernement, il travaille très activement. C'est de dire comment on fait pour engager un chemin de rééquilibrage de nos finances publiques. C'est une affaire de souveraineté. Oui, je pense que c'est une solution. C'est une solution quand on n'arrive pas à changer les politiques publiques structurellement. Et il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, malheureusement, pour le faire. Donc le gouvernement, il s'attache à prendre d'autres types de mesures. Ça peut être une mesure où vous dites... au fond, ce qu'on avait l'année dernière, on a la même chose. Et c'est vrai pour les dépenses publiques, c'est vrai pour les crédits, par exemple, des ministères, quand c'est possible. C'est pas toujours possible. C'est vrai pour les crédits de la sécurité sociale, mais c'est pas possible de plafonner les dépenses, par exemple, médicales, ou de plafonner les dépenses de retraite. Donc il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas gelables, mais ils peuvent être maîtrisés quand même, bien sûr. Et puis il y a plein de sujets où on peut geler les choses pendant un an. Alors, il faudra le faire sur plusieurs années. Parce que l'enjeu, il n'est pas uniquement 25, 30 ou 40 milliards cette année. C'est d'aller plus loin. La France, elle doit retrouver un rythme accessible de dépenses publiques et supportable. Elle doit aussi retrouver le chemin de l'investissement. La dépense publique, c'est une dépense de fonctionnement. On doit aussi investir en l'avenir. Merci à vous. Merci beaucoup, Éric Woerth. Merci, c'est la Bougrie.